bienvenue aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. On est en compagnie de M. Steve Lavoie, chargé de cours à l'École de politique appliquée et spécialiste des questions militaires sur le plan politique. M. Lavoie, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Merci de m'avoir invité. On vous reçoit aujourd'hui justement parce que le gouvernement fédéral a annoncé la semaine passée un investissement de 4,9 milliards dans les systèmes de radar pour les remettre à jour, là, pour reprendre un peu l'expression. Remodernisation. Du système de défense. Premièrement, à quel point le système de défense au Canada est désuet pour qu'on investisse aujourd'hui, en 2022, 5 milliards de dollars? Bien, le système d'alerte du Nord, ou le SAN, qui est la ligne principale de défense du NORAD, là, qui est l'organisation de défense de l'Amérique du Nord, de l'espace aérien de l'Amérique du Nord, qui est fait en collaboration avec les États-Unis. Cette ligne-là a été construite fin des années 70, début des années 80. Il y a eu des petites modernisations par-ci et là, mais très peu d'argent a été vraiment investi pour maintenir cette ligne-là. Elle a été conçue en fonction de détecter l'approche de missiles balistiques ou d'avions, donc des choses qui remontent, des technologies qui remontent à la guerre froide, puis qui ont très peu évolué. Mais là, l'arrivée de nouvelles armes dans l'arsenal russe, pour ne pas les mentionner, comme les armes hypersoniques là, qu'ils auraient utilisées en Ukraine, donc des armes qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'on aurait eu l'habitude de vouloir intercepter avec les missiles balistiques. Ça change la donne vraiment au niveau des technologies dont on a besoin pour être capable de détecter ces armes-là et de les intercepter ou de réagir, ou du moins de savoir ce qui se passe. Donc, on était vraiment... on est presque 2 générations en retard sur la technologie qui est dans cette ligne-là. Donc, l'investissement va être majeur, mais probablement encore en dessous de ce qu'on aurait véritablement besoin pour avoir un système très efficace. Bien, justement, vous venez de le dire, justement, par rapport à l'investissement, est-ce qu'il aurait dû être davantage comparativement à ce qui a été annoncé? Puis, est-ce qu'on pourrait chiffrer ce que le Canada aurait besoin pour moderniser complètement les installations de la guerre froide? Je vous dirais que donner des chiffres en matière de défense, c'est très, très difficile, parce que si vous demandez aux gens de la défense, est-ce que vous avez assez d'argent, la réponse, elle est systématiquement non. Si vous demandez à n'importe quel autre ministère, de toute façon, avez-vous assez d'argent, la réponse, elle est systématiquement non, de toute façon. Toutes les bureaucraties sont les mêmes. Donc, le gros avantage du 5 milliards, là, du 4,9 et des poussières, le 5 milliards qui va être investi, c'est que c'est de l'argent en neuf. C'est pas de l'argent qui avait été dans le budget de la défense lors du dernier budget de Chrystia Freeland. C'est vraiment un nouveau budget, c'est vraiment un nouveau 5 milliards. Donc, ça démontre que ça devient une priorité. Donc, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait d'autres investissements en modernisation. Il va falloir voir aussi ce que les Américains vont faire eux aussi pour moderniser cette ligne-là. Parce que comme je disais, c'est une ligne conjointe. Donc, en théorie, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de l'argent qui vienne de Washington. Dans quelle mesure, pour quel projet, ce serait une bonne question. Mais 5 milliards, à mon avis, on n'a fait que débuter ce qui devrait être un très long projet là, d'investissement et de modernisation de cette ligne-là. Parce que c'est pas simple non plus d'aller construire là. Donc, on peut s'attendre à ce que les coûts explosent très, très rapidement. Donc, 5 milliards, c'est la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg. Le début de quelque chose. Ouais. Justement, le NORAD, c'est en collaboration avec les États-Unis, mais aussi il y a un autre aspect militaire qui pourrait toucher les Canadiens éventuellement, c'est le bouclier antimissiles. Mm-hmm. On sait que le Canada n'a pas rejoint les boucliers antimissiles avec les États-Unis. Pourquoi on ne l'a pas fait à l'époque? Bien, le bouclier antimissile est toujours un sujet qui est très controversé. Il ne faut pas oublier que techniquement, le Canada est signataire de traités internationaux qui empêchent le développement de ce genre de bouclier-là. Donc, le Canada ayant une historique de vouloir respecter un ordre mondial basé sur des règles, donc de rejoindre ce bouclier-là, c'était une problématique. Il y a aussi que la technologie est loin d'être prouvée. C'est encore loin d'être efficace, même dans un cadre de test qui, en théorie, devrait donner les meilleures chances de performance. Donc, on est loin de ça. Puis, à l'époque, le gouvernement de Paul Martin, qui ont été les premiers à dire non officiellement, cherchait à couper plus de budget dans l'ensemble des ministères, dont la Défense. Donc, d'aller mettre des sommes faramineuses qui étaient difficiles à prévoir à long terme dans un système qui n'est pas éprouvé, qu'on ne sait pas son efficacité et qui est
plus ou moins qui rentrent dans les normes internationales, ça devenait problématique. Puis le gouvernement de Trudeau continue dans cette même... tout simplement dans cette même lignée-là de dire non à ce bouclier-là. Les conservateurs de Stephen Harper étaient un petit peu moins réticents, mais ils ont quand même pas fait de démarche pour les rejoindre. Donc. Parfait. Justement, les conservateurs, justement, actuellement, dénoncent la situation que le Canada ne rejoint pas le bouclier antimissile. Est-ce que ça pourrait être la prochaine étape de rejoindre le bouclier antimissile? Même si, comme vous le dites, le système n'a pas nécessairement été prouvé comme étant fonctionnel et efficace. Le problème d'une ligne de défense comme le système d'alerte du Nord, sans la protection qui vient avec, c'est d'avoir une belle caméra de surveillance pour voir qu'est-ce qui se passe, mais on fait rien pour intervenir. Donc, vous avez un commerce, quelqu'un vous vole, vous le voyez très, très bien en HD, sauf qu'il n'y a pas de policier puis vous n'avez pas d'argent de sécurité. Donc, vous le voyez, mais vous pouvez rien faire. Donc, le système antimissile, en théorie, c'est le cheminement logique du système d'alerte du Nord. On est capable de voir la menace arriver, puis après ça, on est capable d'y réagir. La question, c'est si les États-Unis décident de se doter de ce bouclier-là une fois qu'il sera fonctionnel, ben, les défenses vont être juste au sud de notre frontière. Donc, si les missiles sont interceptés, ça va être au-dessus de notre territoire. Donc, la question devient, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de mettre ces défenses-là dans le nord, de les intercepter au-dessus des pôles ou le plus proche possible de leur point de lancement, pour diminuer les conséquences sur notre territoire à nous, puis se donner des meilleures chances d'interception. Donc, est-ce que ça serait la continuation logique? Les militaires vous diraient oui. Les politiques vous diraient probablement non. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Si je peux me permettre, on en a glissé un mot par rapport... en fait, la ministre Madame Annan, pardonnez-moi, cet investissement, en fait, vient aussi de pair avec l'idée où est-ce qu'il faut intervenir, si je peux me permettre le mot intervenir, en Arctique canadien, puisque l'enjeu devient de plus en plus pressant, puisque, bon, on sait que la Russie s'approprie de plus en plus le territoire arctique, de l'Arctique, où est-ce qu'en ce moment, on se le déchire un peu de partout à travers les différents États. Moi, ce que je veux savoir, c'est, à l'heure actuelle, quelle est la situation là-bas et comment le Canada de quelle manière le Canada peut et doit intervenir dans cette mesure, étant donné que ça devient un enjeu militaire de plus en plus important. Là. Bien, ça devient effectivement un enjeu militaire de plus en plus important, comme vous le dites. Il y a les questions économiques aussi, d'abord et avant tout. L'Arctique serait très riche en ressources naturelles, surtout en hydrocarbures. Donc, si le Canada veut diminuer son empreinte, puis diminuer l'empreinte mondiale, ça vaut la peine de ne pas développer ces ressources-là. Donc, si on a le contrôle, on peut choisir de ne pas les développer. Si les Russes ont le contrôle, c'est certain qu'ils vont décider de les développer. Ils ont besoin de fonds présentement. Donc, c'est sûr que ils vont tenter de prendre le contrôle de ça pour développer ces ressources naturelles-là. De là à se poser la question, est-ce qu'il va y avoir une invasion russe bientôt dans le Grand Nord canadien? Non. Parce que c'est pas un territoire qui est facile à prendre, c'est surtout pas un territoire qui est facile à tenir. Surtout avec les Américains qui sont proches, j'imagine que ça devient un petit peu un enjeu ou pas du tout à ce moment-ci? Je dirais que ce qui fait la difficulté, c'est surtout les questions climatiques. À la fin, on a beau parler de réchauffement climatique, il fait quand même froid dans le Grand Nord, c'est pas facile à approvisionner, c'est pas facile de maintenir des troupes en place. Donc, avoir le contrôle effectif du territoire, puis c'est sûr que si les Américains décident qu'ils réagissent, ils vont être capables d'emmener des troupes rapidement et en grand nombre. Donc, pour des troupes russes qui seraient là pour tenir le terrain, il y en aurait vraiment plein leur poche. Là. Donc... Est-ce qu'il y a seulement la Russie qui a des intérêts économiques ou territoriaux dans le Nord canadien? Dans le Nord canadien, non. À part le Canada qui veut faire reconnaître tout l'ensemble des archipels des territoires du Nord-Ouest puis du Nunavik comme étant proprement au Canada, si jamais le passage du Nord-Ouest devait ouvrir, ce qui pourrait poser un risque de sécurité ou environnemental. Donc, de faire considérer ça comme étant toutes nos eaux intérieures. Le Canada vient de régler sa plus longue guerre, d'ailleurs, dans les dernières semaines avec le Danemark, qui est la guerre la plus polie au monde, là, où les troupes vont sur l'île de aller sur l'île de Hans, changer le drapeau, donner une bouteille d'alcool, et on se l'échangeait à tous les 6 mois environ. Là. Donc, il y a beaucoup de pays scandinaves aussi qui vont avoir des intérêts dans le Grand Nord. La Chine
qui est membre du Conseil de l'Arctique, pour une raison tout à fait obscure, elle aussi se targue d'avoir des intérêts dans l'Arctique puis de vouloir devenir un joueur dans ce monde-là. Donc, il y a plusieurs gens là, qui sont impliqués dans ça. Puis, ça, au fur et à mesure que les changements climatiques vont changer le terrain dans le Grand Nord canadien, il va y avoir de plus en plus de joueurs qui vont se déclarer. Il va y avoir de plus en plus d'intérêts internationaux. Ben justement, avec le réchauffement climatique, évidemment, vient la fonte des glaciers, pardonnez-moi. Vous avez parlé tantôt des ressources naturelles. Évidemment, bon, j'ai fait une liste. Là. On a pétrole, gaz naturel, de l'or, du diamant, du fer, de l'uranium et des terres rares là, qui sont très utiles. Ouais, à l'infini. Selon l'Institut américain d'études des géostratégiques, en Arctique, on a 13% des réserves mondiales de pétrole et environ entre 30 et 40% des réserves de gaz naturel. Évidemment, il y a un enjeu économique qui va être relié à ça. Est-ce que c'est des ressources qui vont être extractables une fois qu'il va y avoir la fonte totale des glaciers, si je peux m'exprimer ici? Là? Ben, si on en arrive à la fonte totale des glaciers, comme vous le dites, là, si on prend ce scénario-là, techniquement, oui. Est-ce que c'est des ressources qui vont être faciles à aller chercher? Non. Mais il y a des pays, comme les pays scandinaves, la Norvège, qui ont des plateformes de forage en mer dans des conditions qui sont relativement similaires, somme toute, là, compte tenu des latitudes. Donc, est-ce que ça se fait? Oui. La question, c'est est-ce qu'on devrait le faire à la fin de ça? Parce que 13% des ressources de pétrole, si on brûle tout ça, si on l'exploite puis on le brûle, l'impact climatique va amener une foule de problèmes, puis surtout des problèmes qui vont être humanitaires et sécuritaires pour certains. Donc, la question, c'est est-ce qu'on devrait s'assurer de les contrôler pour décider si oui ou non on les exploite? Donc, je pense que l'enjeu de sécurité pour le Canada, c'est véritablement ça, c'est de se mettre dans une position où ils vont pouvoir décider de ce qui va arriver au lieu de laisser quelqu'un d'autre le faire. Puis on est si on peut se permettre l'hypothèse, on est où dans ce processus-là? Est-ce qu'on est vraiment... Est-ce qu'on est loin de tout ça? Est-ce qu'il y a une ouverture? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Là? Vous voulez dire? Une ouverture dans l'optique où est-ce que les États sont prêts à discuter, on devrait pas toucher l'Arctique, ou au contraire, c'est comme même pas dans la discussion, puis peut-être que la Russie, par exemple, qui est déjà présente avec certaines bases militaires, pourrait débarquer à tout moment s'il le désire. Là. Il faut pas oublier qu'on a beau dire que la Russie c'est proche, mais il y a quand même toute une calotte glaciaire entre les deux. Là. C'est pas la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Là. Ils sont quand même loin. Là. Donc c'est loin d'être facile. Présentement, on est dans des discussions où tout le monde est encore gentil, tout le monde est encore sympathique, parce que les ressources, elles ne sont pas encore accessibles. La question, c'est à la minute où ça va changer. À quel point ça va changer rapidement? C'est des réponses, des questions sans réponse pour le moment, là, dans le fond. Oui, on est fort heureusement encore assez loin de ça. Là. On a beau dire que le passage du Nord-Ouest dégèle pendant l'été, là, mais on s'entend que c'est 2-3 semaines. Là, c'est pas navigable pour la majorité des navires. Donc, on n'est pas encore proche de pouvoir aller exploiter ces ressources-là. Donc, on est encore dans le très théorique, on est encore dans les grandes discussions diplomatiques. Mais tout est appelé à changer. Si du jour au lendemain, ça devenait possible d'être exploité, le discours de plusieurs des intervenants changerait rapidement. Justement, vous mentionnez qu'on est loin de ça, mais est-ce qu'à court, moyen ou long terme, la souveraineté du Canada peut être menacée directement? À court terme, non. À moyen terme, non plus. À long terme... Faudrait voir. Puis là, je vous dirais que les probabilités que j'ai la bonne réponse sont aussi bonnes que d'avoir les numéros gagnants du loto de vendredi. ça, c'est dit. Une question peut-être un peu large, puis vous me direz si je suis assez clair, mais cet investissement-là, quand même majeur au sein du Canada, puisque, c'est, comme on l'avait mentionné, c'est rare qu'on investit autant de manière militaire, surtout à travers les années, surtout pour une puissance que je pourrais qualifier une puissance militaire moyenne au maximum, mettons. Dans quelle mesure ce genre d'investissement-là fait 2022, en guillemets, si je peux me permettre, puis comment le Canada doit mettre ses ressources militaires et financières dans son armée, dans son rôle actuel sur la scène étatique, là? Si vous m'aviez posé la question il y a
un an, on se serait posé la question si ces dépenses-là valaient la peine. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine à proprement parler, puis oui, il y en a eu une en 2014, mais c'était pas de l'ampleur de ce qu'on voit depuis cet hiver. Mais cette invasion-là a vraiment changé les cartes pour l'ensemble des pays membres de l'OTAN. On a vu une augmentation des budgets presque dans l'ensemble des pays alliés. L'Allemagne, qui pendant des années a été très, très réticente d'investir des sommes, là, dit on va atteindre le 2% et on va l'atteindre rapidement. Donc, pour le Canada, de continuer à dépenser et d'essayer de se rendre tranquillement, pas vite, vers cet objectif commun-là du 2% du PIB est bien vu par les Alliés. Je pense qu'il est nécessaire parce que pendant des décennies, on a vraiment négligé les investissements de ce côté-là, où on a laissé notre équipement devenir vétuste. Juste la saga du remplacement des CF-18 par les F-35, qui a duré 3 gouvernements pour en arriver fondamentalement à la même conclusion qu'on avait à l'époque de Stephen Harper, mais on va payer 30-40% plus cher. On n'a pas le choix. Le nouvel effort de l'OTAN de vouloir placer 300 000 troupes en réaction rapide sur le flanc est de l'OTAN va demander au Canada probablement encore des investissements ou ne serait-ce qu'en masse salariale pour avoir les militaires que ça prend pour remplir ces obligations-là. Donc, il y a un an, ça aurait fait moins 2021, mais je pense qu'en 2022, la situation étant ce qu'elle est avec l'agressivité de la Russie sur la scène internationale, on ne peut pas espérer que tout d'un coup, Vladimir Poutine décide « OK, j'en ai eu assez, j'en ai fait assez, je vais prendre ma retraite puis ça va bien se passer après. » En conclusion, M. Lavoie, est-ce que la meilleure stratégie pour le Canada, c'est la défense? Non, ma foi, c'est une bonne question. Je pense que le Canada a peut-être plus quelque chose à apporter diplomatiquement. Notre force a toujours été beaucoup plus de ce côté-là que militairement, sans vouloir dénigrer les efforts que le Canada a fait, exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, où on a eu un impact considérable sur le conflit. Mais est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les ressources financières? Est-ce qu'on a les ressources matérielles? Est-ce qu'on a les ressources humaines pour le faire? Donc, peut-être que l'effort diplomatique est le meilleur effort, tout en étant épaule à épaule avec nos alliés, parce qu'on a quand même besoin d'eux si d'aventure il fallait qu'il se passe quelque chose. Mais à la fin de ça, que le Canada décide de devenir une puissance militaire du jour au lendemain, c'est complètement inatteignable. Donc, la diplomatie reste peut-être notre meilleur champ d'action encore. Monsieur Lavoie, merci d'être venu en studio pour nous parler de cette question-là, en espérant vous revoir, bien évidemment. On s'en va en musique avec Leader de Corias. C'est les attachés de presse sur CFAC 88.3, votre émission hebdomadaire sur CFAC 88.3. Donc, restez à l'affût, on en revient.